Merci Racha. Pour faire vite, le groupe de travail a bien travaillé. Il a produit un argumentaire scientifique de 180 pages que je ne vous invite pas forcément à tous lire. Des recommandations d'une vingtaine de pages. Là, si vous voulez vraiment avoir tout, c'est bien. Mais on a fait quelque chose de nouveau, c'est améliorer la forme. Donc nous avons 2 formats courts, donc là qui est plutôt bien lisible et rapidement, justement pour la pratique clinique, avec un bon résumé, avec des algorithmes. Donc pour les 2 principales questions, qui étaient la conduite, on revient à mes questions d'origine. Donc la première question, c'était quelle est la conduite à tenir devant une épaule douloureuse? Donc je crois que les experts vous ont bien expliqué que ce qui primait avant tout, c'était un examen clinique bien conduit. Donc la recommandation montre bien tous les tests qu'il faut faire en consultation. Et bien sûr que l'évaluation du contexte, on l'a bien vu pour les cas cliniques, professionnels ou autres, sont essentiels pour la conduite diagnostique et thérapeutique. Et on a fait 2 fiches de synthèse recto-verso avec les diagnostics à évoquer devant une épaule douloureuse aiguë et devant une épaule douloureuse persistante. Et enfin, sur la deuxième question, qui était notre prise en charge d'une épaule douloureuse non traumatique, non calcifiante et non rompue, vous avez l'algorithme de prise en charge résumé sur votre gauche avec le QR code et qui tient en 1 page. Voilà. Et les principaux messages, c'est que le traitement principal est, vous l'avez bien compris, médico-fonctionnel à base d'antalgique, de kinésithérapie, d'infiltration et d'éducation et de conseils thérapeutiques pour le patient. La radio standard vient qu'en 2e intention, après 4 à 6 semaines de persistance d'évolution de cette tendinopathie. La prescription, bon, vous l'avez bien compris, de l'écho et de l'IRM sera décidée en fonction du contexte et de la clinique. Le recours à un médecin spécialiste de l'épaule est utile, mais vraiment en absence d'évolution favorable des symptômes. Et enfin, je crois que c'est le dernier mot, dans la tendinopathie non rompue de la coiffe, la chirurgie n'a pas d'intérêt. Je vous remercie. Voilà, c'était le cas numéro 2. On était d'accord que c'était éventuellement de la maladie professionnelle, mais il y avait cette calcification. Et donc, moi, autant que je sache, il faut que la tendinopathie soit non calcifiante. Et donc, j'aimerais votre avis. Parce que, éventuellement, on ne doit pas parler de maladie professionnelle dans ce cas-là. Effectivement, le cas a été compliqué pour ça. Après, la calcification est excluante du tableau des maladies professionnelles. Dans notre cas clinique, la patiente avait aussi une fissure de la face bursale tendineuse, ce qui lui permettait de demander une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Mais je suis bien d'accord avec vous, la calcification, quel que soit son type, sa taille ou autre, ne permet pas d'être reconnue en tant que maladie professionnelle. Je vous ai répondu ou pas? Oui, c'est bon. Donc ça vaut le coup de faire le dossier dans ce cas-là, comme il y a une fissure, finalement, si on résume. Il y avait une autre question, je crois. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a une place pour les techniques d'onde de choc dans la tendinite calcifiante? Alors, je vais laisser la parole à Frédéric. Dans les recommandations, on a un petit peu tordu le cou à 2-3 petites choses, les injections de plaquettes, l'acide hyaluronique, mais aussi... Oui, aux ondes de choc, il faut partir un peu de la physiothérapie. Les physiothérapies sont adjuvantes. Quand elles font pas mal, pourquoi pas? Là, elles font mal et il n'y a aucune étude sérieuse qui a montré l'intérêt. Donc, on a plutôt dit non. Donc, a priori, c'est plutôt non quand même. Merci. Bonjour, Roland Pêcheux, Université Paris-Cité. Je ne sais pas faire les infiltrations, comment je fais? À part aller en formation avec toi, Alain. Merci Roland. Je vous assure que ce n'était pas du tout préparé. Roland veut sûrement parler du fait que donc, le CNGE propose des formations, une formation c'est une journée dont le thème est justement infiltration en médecine générale. Donc Roland, tu dois t'inscrire à une des nombreuses formations qui auront lieu cette année. Je sais, j'en organise, mais
Je suis très embêté parce que franchement, là, j'ai pas le temps d'y aller. Et parce que moi, en fait, en pratique, je les envoie souvent chez les radiologues qui font des infiltrations. Alors, est-ce qu'il y a une évaluation? Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Alors, on a déjà parlé de ça, donc pas d'avantage, s'agissant d'un radiologue, pas d'avantage d'une infiltration éco-guidée par rapport à une infiltration telle qu'on peut la pratiquer dans nos cabinets de médecine générale avec des repères cliniques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pourquoi pas? À partir du moment où tu es à, comme on l'a vu, à 6 semaines, l'état de ton patient ne s'améliore pas, la douleur est toujours présente, à ce moment-là, on peut décider de faire une infiltration. Ce qui peut être délétère pour le patient, c'est qu'il n'est qu'une infiltration. Ce qui arrive fréquemment, c'est que les patients soulagés par l'infiltration ne font pas la kinésithérapie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et tu es quasi certain de revoir les patients à 3 mois. Alors, infiltration faite par un radiologue, puisque tu n'as pas le temps de venir à cette formation, ok, mais il faut que tu prescrives parallèlement à cette infiltration des séances de kinésithérapie fonctionnelle telles que vous les a décrites, Frédéric. C'est exactement ce que je fais. Je te remercie de valider ma pratique. Alors du coup, je crois qu'il y avait une question là et on prendra peut-être cette question et une dernière et après je serai dans l'obligation et de libérer les lieux et nos experts qui nous ont fait quand même le plaisir d'être là. Donc je crois qu'il y avait une question là avant. Oui. Oui, moi c'est par rapport à l'histoire de l'échographie. Donc a priori c'est plus recommandé de la faire. Alors je ne sais pas exactement ce que font les kinés, mais j'avais notion qu'ils adaptaient leur traitement en fonction de s'il y avait des fissures ou non sur des tendinites. Donc, les kinés? Non, oui. Pas du tout. D'accord. Okay. Non, le traitement elle-même, quel que soit le stade de la tendinopathie, même fissure, enfin même une rupture transfixiante, on a à peu près la même rééducation fonctionnelle. Okay. Merci. Mais votre question est intéressante. La réponse, c'est que c'est la même maladie, vue à un stade différent, qu'elle soit fissuraire ou non, que la fissure soit transfixiante ou non. On est devant une pathologie dégénérative des tendons de la coiffe des rotateurs. Et donc, il n'y a aucune raison pour que le traitement soit différent. Merci beaucoup. Dernière question, et puis après... Bonjour, je suis interne à Lyon. Est-ce que ça serait possible de nous montrer un bel examen clinique de l'épaule? On n'aurait jamais dû prendre la dernière question, Rachel. C'était vraiment pas prévu. C'est une très bonne question. Donc normalement le patient est en position allongée. Vous m'entendez là ou pas? Si je parle fort. Attends, je vais t'amener ça. Tiens. Donc, je commence toujours par examiner, par palper les acromioclaviculaires en étant comparatif. Monsieur, vous avez mal? Non. J'appuie sur sternocostoclaviculaire. Vous avez mal? Vous reconnaissez votre douleur? Non. Ok. Ensuite, je passe aux amplitudes passives. Je commence par la rotation externe. Alors, c'est plus simple quand le patient est en décubitus dorsal strict parce qu'on est plus facilement comparatif. Il faut toujours être comparatif dans l'étude des amplitudes. La rotation externe est de l'ordre de 70 degrés, elle est symétrique. Ensuite, on évalue l'élévation antérieure passive en bloquant la scapula. Donc là, elle est à 160 degrés. On fait la même chose de l'autre côté. OK. Ensuite, la rotation interne qu'on évalue avec le niveau vertébral atteint par le pouce en extension. Je vous rappelle que la pointe de l'omoplate se termine en T7. Donc là, la rotation interne est côté T7. Pour le membre supérieur gauche. Ah, petite raideur à droite, monsieur. Ah, les résidus de la calcification, il nous en a parlé. Il nous l'a avoué. Voilà. Donc là, globalement, on a une épaule qui est souple. On a un secteur d'amplitude qui est limité, mais pas les 3 secteurs d'amplitude. On va regarder également l'abduction. Tout le monde ne le fait pas. Personnellement, je la fais uniquement dans les capsulites. Donc abduction scapula bloquée, on est à 90 degrés. Vous savez que dans l'abduction complète d'une épaule, les 90 premiers degrés se font dans la gléno-humérale et ensuite c'est uniquement la scapulothoracique et le rachis qui vont permettre l'élévation du bras. Donc la gléno-humérale n'intervient que dans les 90 premiers degrés de l'amplitude. Ensuite, on va passer... Tu peux expliquer ce que c'est qu'une scapula bloquée, où tu mets ta main? Je mets ma main sur le bord supérieur de la scapula. Et c'est pour ça qu'en position allongée, en fait, vous n'avez pas besoin de le faire, parce qu'en étant allongé, le patient va bloquer sa scapulothoracique spontanément.
Donc ce sera beaucoup plus simple. On peut juste rajouter, l'abduction, elle se fait dans le plan de la scapula. Oui. 30 degrés en 30 degrés en antéflexion. Ensuite, on va passer au testing tendineux. Alors, je commence toujours par le palm-up. Je me mets comme ça, hop. J'en profite pour palper les gros biceps de mon patient. Résister, hop. Voilà. Il tient, il a pas mal, ses biceps se contractent, je suis rassuré. Ensuite, coude au corps, on va tester la rotation externe. Donc, pardon, coude au corps. Ouais, on fait de notre mieux. Coude au corps. Vous êtes exigeant quand même. On n'avait pas révisé ça. On n'avait pas révisé ça, nous. Alors, rotation externe, donc on teste l'infra-épineux et le petit rond. Donc, je demande au patient d'écarter ses poignets. Je vais appuyer, je vais lui demander de résister en recherchant soit une douleur, soit et surtout un déficit moteur, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, les rotateurs externes de l'épaule sont bons. Ensuite, on va tester le subscapulaire, la rotation interne avec le press belly test. Donc, point contre le tronc, coude en avant. Je vais tirer et le patient va devoir résister. En cas de rupture d'un subscapulaire, vous allez avoir le coude de votre patient qui va venir frapper contre l'abdomen, ce qui n'est pas le cas ici. Okay. Dernière manœuvre, la manœuvre de Job pour tester le sus-épineux. Les bras en antéflexion à 30 degrés d'abduction, enfin 90 degrés d'abduction, 30 degrés d'antéflexion. J'appuie et le patient résiste. Pas de douleur, c'est tenu, donc la coiffe est saine. Je fais toujours le Job en dernier parce que c'est la manœuvre la plus douloureuse. Donc on conseille de toujours faire ce qui est le plus douloureux en dernier. Voilà, alors il y a l'examen du rachis cervical également. Et puis c'est à peu près tout. Déjà, vous avez fait déjà pas mal là. Merci beaucoup. Et donc sur cette démonstration d'un bel examen de l'épaule, je vous remercie toutes et tous pour votre participation et j'espère que c'est une pathologie qui n'a plus de secret pour vous.